Dans la lumière tamisée de la cabine de première classe d'un Boeing 737 d'Air Lumière, Amélie et Julien Dubois, des jumeaux de 15 ans, étaient assis côte à côte, leurs regards pétillants d'une excitation mêlée d'une pointe de nervosité. C'était leur premier voyage sans leurs parents, un moment soigneusement orchestré par leur père, Antoine Dubois, un magnat français de l'industrie technologique, PDG de l'entreprise mondiale TechVision. Les sièges 1A et 1B, les plus convoités de la cabine, avaient été réservés pour eux comme un cadeau symbolique, une célébration de leur premier pas vers l'indépendance. Antoine, un homme connu pour son élégance discrète et son sens aigu des valeurs, avait voulu que ce voyage à destination de New York soit plus qu'un simple vol. Une leçon de maturité, de respect de soi et de dignité face au monde. Amélie, avec ses boucles brunes soigneusement attachées et son regard vif, feuilletait un carnet de notes que son père lui avait offert, un recueil de pensées sur la persévérance et l'honneur. Julien, plus décontracté, ses lunettes rondes glissant légèrement sur son nez, observait par le hublot les nuages cotonneux qui dansaient sous l'aile de l'avion, un sourire discret aux lèvres. La cabine, avec ses sièges en cuir souple et ses éclairages doux, semblait un cocon de luxe, un espace où tout était censé être parfait. Pourtant, à peine quelques minutes après leur installation, une tempête inattendue allait éclater, mettant à l'épreuve leur courage et leur sang-froid. « Tu crois qu'on est prête pour ça, Julien ?» murmura Amélie, sa voix douce mais teintée d'une légère incertitude. Elle ajusta son foulard en soie, un cadeau de sa mère, et tourna la tête vers son frère. Julien, toujours confiant, lui lança un sourire rassurant. « Papa nous a dit qu'on pouvait le faire, Amélie. C'est notre chance de lui prouver qu'il a raison de nous faire confiance. » À cet instant, une hôtesse de l'air, vêtue d'un uniforme bleu marine impeccable, s'approcha avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Dubois, souhaitez-vous une boisson avant le décollage ?» demanda-t-elle avec une courtoisie qui fit briller les yeux des jumeaux. C'était la première fois qu'on les traitait avec une telle formalité, une expérience qui les faisait se sentir adultes, presque comme leur père lors de ses voyages d'affaires. « 2 jus d'orange, s'il vous plaît, » répondit Julien, sa voix calme mais empreinte de fierté. L'hôtesse, prénommée Sophie, hocha la tête et s'éloigna tandis qu'Amélie gloussa doucement. « On dirait qu'on est des VIP, non ?» chuchota-t-elle à son frère, qui acquiesça, un éclat de malice dans les yeux. « On va rendre papa fier, tu verras. » Dehors, le ciel prenait une teinte dorée, les premières lueurs du crépuscule caressant l'horizon. Mais ce moment de quiétude fut brusquement interrompu par un bruit de pas décidé résonnant dans l'allée centrale de la cabine. Une femme d'âge mûr, élégante mais sévère, fit son apparition. Madame Claire Beaumont, une cliente platine élite d'Air Lumière, était connue dans les cercles des voyageurs fréquents pour son tempérament exigeant et son sens aigu de la supériorité. Vêtue d'un tailleur beige impeccablement coupé, ses cheveux blonds relevés en un chignon strict, elle balaya la cabine d'un regard acéré, comme si elle inspectait un territoire qui lui appartenait. Ses yeux s'arrêtèrent sur les sièges 1A et 1B, et son visage se crispa immédiatement. Ces sièges, qu'elle considérait comme les siens depuis des années, étaient occupés par 2 adolescents, ce qu'elle trouva intolérable. Sans un mot, elle s'avança vers Amélie et Julien, son pas lourd d'une assurance arrogante. L'atmosphère dans la cabine changea instantanément, comme si un vent glacial venait de s'infiltrer dans cet espace autrefois chaleureux. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Amélie à Julien, penchant légèrement la tête vers cette femme inconnue qui s'approchait. Julien haussa les épaules, mais son regard restait alerte. « Peut-être qu'elle a besoin de quelque chose, » répondit-il calmement, bien que son instinct lui soufflât que quelque chose n'allait pas. Claire Beaumont s'arrêta net devant les jumeaux, ses yeux verts perçants, les scrutant avec une suspicion non dissimulée. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix claire et tranchante, assez forte pour que tous les passagers à proximité l'entendent. « Il semble y avoir une erreur. Les sièges 1A et 1B sont les miens depuis des années. » Son ton était accusateur, comme si la simple présence des jumeaux était une offense. Une hôtesse, Sophie, revint précipitamment, tentant d'expliquer avec politesse. « Madame Beaumont, nous avons vérifié. Ces sièges sont réservés pour Mademoiselle et Monsieur Dubois. »
Mais Claire l'interrompit d'un geste sec de la main. Dubois, ce nom ne me dit rien. Savez-vous qui je suis? Je suis une cliente Platine Élite depuis plus d'une décennie. Je ne m'assois jamais ailleurs que dans ces 2 sièges. Les passagers autour commencèrent à jeter des regards curieux, certains avec une pointe d'inquiétude. Amélie fronça les sourcils, choquée par l'arrogance de cette femme, tandis que Julien restait impassible, ses mains posées calmement sur ses genoux. « Madame, peut-être devriez-vous vérifier à nouveau avec le personnel. Nous sommes certains que ce sont nos sièges, » répondit Julien, sa voix polie mais ferme. Le visage de Claire s'assombrit, ses yeux lançant des éclairs de colère. Pour elle, devoir discuter de son siège avec 2 adolescents était une insulte à son statut. « Vous me dites de vérifier ?» siffla-t-elle, sarcastique. « Je n'ai pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Ces sièges sont à moi. Savez-vous combien j'ai dépensé avec cette compagnie? Je n'accepterai pas de m'asseoir ailleurs à cause de 2 gamins comme vous. » Elle appuya sur le mot « gamin » avec une intention claire de blesser, comme si leur jeunesse et leur apparence étaient une faute. L'air dans la cabine devint lourd, tendu comme une corde prête à rompre. Amélie et Julien échangèrent un regard rapide. Ils comprenaient que ce n'était pas seulement une question de siège, mais un défi à leur dignité, un test de leur capacité à tenir tête à l'injustice. À cet instant, un passager plus âgé, M. Pierre Lefebvre, un homme aux cheveux gris et au regard bienveillant, observait la scène depuis le siège 2C. Il ajusta ses lunettes, un léger froncement de sourcils trahissant son désaccord, mais il resta silencieux pour le moment, comme s'il attendait de voir comment les choses évolueraient. Sophie, l'hôtesse, tenta à nouveau de calmer la situation, mais Claire ne lui laissa aucune chance. « Appelez immédiatement le superviseur de vol », ordonna-t-elle, son ton impérieux résonnant dans la cabine. « Si vous ne voulez pas perdre une cliente fidèle, faites ce qu'il faut et mettez-moi à ma place légitime. » Sophie, visiblement mal à l'aise, hocha la tête et s'éloigna pour appeler sa supérieure. Amélie murmura à Julien. « Elle ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? » Julien hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur Claire. « Non, mais nous non plus. » Discrètement, il sortit son téléphone et activa l'enregistrement audio, un réflexe qu'il avait appris de son père pour documenter toute situation délicate. Amélie, de son côté, serra son carnet contre sa poitrine, ses doigts effleurant la couverture en cuir, comme pour puiser du courage dans ce cadeau paternel. Quelques instants plus tard, une femme d'une 40aine d'années, portant l'insigne de superviseur de vol, entra dans la cabine. Elle s'appelait Madame Valérie Moreau, une femme expérimentée mais visiblement fatiguée par les exigences constantes des clients VIP. Son visage, marqué par des années de gestion de crise, affichait un sourire forcé. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, son regard passant de Claire à Amélie et Julien. Claire, voyant une alliée potentielle, adopta un ton mielleux mais calculateur. « Valérie, grâce au ciel, vous êtes là. Il y a une erreur ridicule. Mes sièges, 1A et 1B, sont occupés par ces enfants. Je ne sais pas ce que la compagnie pense en laissant n'importe qui s'asseoir ici. » Valérie jeta un coup d'œil aux jumeaux, surprise par leur calme. Amélie hocha la tête poliment, tandis que Julien répondit. « Madame, nos billets ont été réservés par notre père. Nous sommes à nos places. » Valérie consulta rapidement sa tablette, où les noms d'Amélie et Julien Dubois apparaissaient clairement pour les sièges 1A et 1B. Mais au lieu de confirmer immédiatement, elle hésita, ses yeux oscillant entre Claire et les jumeaux. « Vous savez, » dit Valérie, sa voix teintée d'une prudence excessive. « Parfois, dans ce genre de situation, il faut être un peu flexible, surtout quand une cliente de longue date comme Madame Beaumont est mécontente. Cela peut affecter l'ensemble du vol. » Amélie sentit une vague de déception monter en elle. Elle comprenait que la superviseure, plutôt que de défendre la vérité, choisissait la voie de la facilité, prête à sacrifier leurs droits pour apaiser une cliente influente. Julien, toujours calme, inclina légèrement la tête. « Madame Moreau, nous ne pouvons pas être flexibles avec ce qui nous appartient légitimement. Ces sièges ont été réservés pour nous. Ce n'est pas une question de sentiment, mais de droit. »
Sa réponse, claire et posée, fit taire la cabine pendant un instant. Même Claire sembla déstabilisée, ne s'attendant pas à une telle fermeté de la part d'un adolescent, mais Claire retrouva vite ses esprits. « Écoutez ça, ils me font la leçon !» s'exclama-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « C'est ça le problème, quand on vend des billets de première classe à n'importe qui avec une carte de crédit dorée. » Ces mots, chargés de mépris, visaient non seulement leur âge, mais aussi leur apparence, une attaque subtile mais évidente contre leur identité. Les passagers autour commencèrent à réagir. Pierre Lefebvre, le vieil homme en 2C, fronça les sourcils plus profondément, ses doigts tapotant nerveusement l'accoudoir. Une autre passagère, une jeune femme nommée Élodie Moreau, une journaliste freelance assise en 3A, sortit discrètement un carnet et commença à noter la scène, ses yeux brillants d'intérêt. Sophie, l'hôtesse, se tenait à l'écart, partagée entre son devoir envers sa supérieure et son malaise face à l'injustice qu'elle voyait se dérouler. Claire, sentant qu'elle perdait du terrain, haussa encore le ton. « Je veux parler au superviseur principal », exigea-t-elle, ses mains sur les hanches, son regard défiant quiconque oserait la contredire. « Vous ne pouvez pas laisser deux gamins perturber un vol entier juste parce qu'ils ont un père avec un peu d'argent. » À cet instant, Pierre Lefebvre se racla la gorge, attirant l'attention. « Madame, dit-il d'une voix grave mais posée, si ces jeunes ont des billets valides, ils ont le droit d'être ici. Vous ne pouvez pas exiger quelque chose qui ne vous appartient pas. » Sa voix, bien que calme, portait une autorité naturelle qui fit vaciller Claire pendant une seconde. Mais elle se ressaisit rapidement, lançant un regard furieux à Pierre. « Vous, restez en dehors de ça !» aboya-t-elle. Valérie, sous pression, se tourna vers un autre steward, un homme nommé Luc, qui venait d'arriver. « Luc, vérifiez s'il y a d'autres sièges disponibles en première classe. Nous ne pouvons pas retarder le décollage trop longtemps. » Amélie murmura à Julien. « Ils vont vraiment essayer de nous faire partir. » Julien posa une main rassurante sur la sienne. « Pas si vite, on ne bouge pas. » Puis, discrètement, il sortit son téléphone, composa le numéro de leur père et parla à voix basse. « Papa, c'est Julien. On a un problème sur le vol pour New York. Une passagère, Claire Beaumont, veut nous prendre nos sièges, un A et un B. Elle nous insulte et la superviseure ne nous défend pas. » De l'autre côté de la ligne, la voix d'Antoine Dubois, profonde et assurée, répondit sans hésitation. « Restez calme, ne bougez pas, je m'en occupe. » Alors que Julien raccrochait, Claire continuait de vociférer, attirant l'attention de toute la cabine. « C'est inacceptable, » criait-elle. « Je ne vais pas rester debout pendant que des enfants occupent mes sièges. » Sophie, l'hôtesse, revint avec une liste imprimée des passagers, ses mains tremblant légèrement. « Madame Moreau, les billets des Dubois sont confirmés. Il n'y a aucune erreur. » Mais Valérie, sous le regard insistant de Claire, sembla ignorer cette information. « Sophie, trouvez une solution. Nous devons apaiser la situation. » À cet instant, Amélie se leva légèrement de son siège, sa voix claire et ferme résonnant dans la cabine. « Madame, nous ne partirons pas. Ces sièges sont à nous, et nous n'avons rien fait de mal. Si ce vol est retardé, ce ne sera pas à cause de nous, mais à cause de quelqu'un qui pense que son statut lui donne le droit de marcher sur les autres. » Un silence lourd s'abattit sur la cabine. Les mots d'Amélie, prononcés avec une maturité surprenante, firent vaciller Valérie. Claire, rouge de colère, ouvrit la bouche pour répondre, mais à cet instant, des pas rapides se firent entendre à l'entrée de la cabine. Deux hommes en costume sombre, portant des badges de cadre supérieur d'Air-Lumière, firent leur apparition. L'un, Laurent Martin, avait les tempes grisonnantes et une autorité naturelle. L'autre, Isabelle Garnier, arborait un regard perçant et une démarche assurée. Leur arrivée changea instantanément l'atmosphère. Laurent s'adressa directement à Valérie. « Madame Moreau, pourquoi des passagers avec des billets confirmés sont-ils harcelés pour quitter leur siège ?» Claire tenta d'intervenir, mais Isabelle leva la main. « Madame Beaumont, ceci ne vous concerne plus. Asseyez-vous. » La tempête dans la cabine venait de prendre un nouveau tournant et Amélie et Julien, toujours assis, savaient que la justice était sur le point de s'exprimer.
La cabine de première classe du Boeing 787 d'Air Lumière, baignée dans une lumière douce et bleutée, semblait suspendue dans un silence oppressant, comme si chaque passager retenait son souffle, attendant la suite d'un drame qui avait déjà bouleversé l'harmonie feutrée de ce sanctuaire de luxe. Amélie et Julien Dubois, assis dans les sièges 1A et 1B, maintenaient une posture droite, leur regard calme mais résolu, témoignant d'une dignité qui contrastait avec leur jeune âge. Face à eux, Claire Beaumont, la cliente platine élite, se tenait debout, les bras croisés, son visage crispé par une colère à peine contenue. Ces mots, lancés comme des flèches empoisonnées, avaient transformé une simple dispute sur des sièges en une attaque contre l'identité même des jumeaux, visant leur jeunesse, leur apparence et ce qu'elle percevait comme une intrusion dans son monde privilégié. Mais l'arrivée soudaine de Laurent Martin et Isabelle Garnier, deux cadres supérieurs d'Air Lumière, venait de faire basculer l'équilibre. Leur présence imposante, marquée par des costumes impeccables et une autorité froide, annonçait que la tempête n'était pas encore terminée, mais que la vérité allait bientôt s'imposer. Laurent Martin, les tempes grisonnantes et le regard perçant, s'adressa directement à Valérie Moreau, la superviseure de vol, dont le visage trahissait une nervosité croissante. « Madame Moreau, » commença-t-il, sa voix grave résonnant comme un verdict, « expliquez-moi pourquoi des passagers avec des billets confirmés, réservés il y a plusieurs semaines, sont poussés à céder leur place sous la pression d'une autre cliente. » Valérie, visiblement déstabilisée, bafouilla. « Monsieur Martin, j'essayais simplement de gérer la situation pour éviter un retard du vol. Madame Beaumont est une cliente platine élite, et elle a insisté. » Elle s'interrompit, sentant le poids du regard d'Isabelle Garnier, dont les yeux sombres semblaient lire à travers ses excuses. « Insister ?» répéta Isabelle, son ton sec et précis. « Depuis quand l'insistance d'un passager, quel que soit son statut, prime-t-elle sur les droits d'autres clients? Montrez-moi les documents de réservation. » Valérie tendit sa tablette où les noms d'Amélie et Julien Dubois s'affichaient clairement pour les sièges 1A et 1B, accompagnés de la confirmation de paiement signée par leur père, Antoine Dubois. Claire Beaumont, incapable de rester silencieuse, intervint avec une assurance qui masquait mal son agitation. « C'est ridicule !» s'écria-t-elle, son chignon impeccable commençant à se desserrer sous l'effet de ses gestes brusques. « Ces sièges sont les miens depuis des années. Je suis une cliente fidèle, j'ai dépensé des fortunes avec votre compagnie. Vous ne pouvez pas laisser deux enfants occuper des places qui me reviennent de droit. » Sa voix, stridente, attira les regards des autres passagers. Certains, comme Pierre Lefebvre, l'homme âgé assis en 2C, froncèrent les sourcils, agacés par son comportement. D'autres, comme Élodie Moreau, la journaliste freelance en 3A, prenaient des notes discrètes, son stylo glissant rapidement sur son carnet. Sophie, la jeune hôtesse, se tenait en retrait, ses mains serrées nerveusement, partagée entre son devoir d'obéir à Valérie et son instinct, qui lui soufflait que l'injustice était flagrante. Julien, toujours calme, croisa les bras et fixa Claire directement dans les yeux. « Madame, dit-il, sa voix claire et posée, ces sièges ne sont pas à vous. Ils ont été réservés par notre père et nous avons les billets pour le prouver. Si vous avez un problème, adressez-vous à la compagnie, pas à nous. » Sa réponse, d'une maturité surprenante, fit vaciller Claire un instant, mais elle se reprit rapidement, ses lèvres se tordant en un rictus méprisant. « Vous, des enfants, vous me parlez comme ça ?» siffla-t-elle. « Savez-vous à qui vous avez affaire? J'ai voyagé dans plus de 40 pays avec Air Lumière, j'ai des relations au conseil d'administration. Vous n'êtes rien d'autre que des gamins gâtés qui n'ont pas leur place ici. » Ces mots, chargés de venin, étaient une attaque directe, non seulement contre leur droit à être là, mais contre leur identité même. Amélie, jusque-là silencieuse, sentit une colère contenue monter en elle. Elle se redressa, ses yeux bruns lançant des éclairs. « Nous sommes peut-être jeunes, » répondit-elle, sa voix douce mais tranchante comme une lame. « Mais au moins, nous savons respecter les autres comme des êtres humains. » Un murmure parcourut la cabine. Pierre Lefebvre, incapable de rester silencieux plus longtemps, se leva légèrement de son siège. « Madame Beaumont, » dit-il, sa voix grave et teintée d'un accent du sud de la France. « Ces jeunes ont raison. Si leurs billets sont valides, ils ont autant de droits que vous.
Sinon plus, car ils n'essaient pas de marcher sur les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Son intervention inattendue fit taire Claire pendant un bref instant. Mais elle se tourna vers lui, furieuse. « Et vous, qui êtes-vous pour me juger ?» aboya-t-elle. « Restez à votre place. » Pierre ne s'y a pas. « Ma place, madame, est celle d'un homme qui sait reconnaître une injustice quand il en voit une. » À cet instant, Sophie, l'hôtesse, fit un pas en avant, bravant son hésitation. « Madame Moreau, dit-elle à voix basse mais ferme, tenant une feuille imprimée, j'ai vérifié moi-même dans le système. Les sièges 1A et 1B ont été réservés pour Amélie et Julien Dubois il y a plusieurs semaines. Il n'y a aucune erreur. » Valérie la fusilla du regard, mais Sophie tint bon, ses joues rosissant sous la pression. « Je pense qu'il est de notre devoir de protéger tous les passagers, pas seulement les clients platine. » Sa prise de position, courageuse pour une hôtesse aussi jeune, fit naître un léger murmure d'approbation parmi les passagers. Élodie Moreau, la journaliste, griffonna plus vite, un sourire discret aux lèvres. Elle voyait dans cette scène le début d'une histoire qui pourrait faire les gros titres, une leçon de courage donnée par deux adolescents face à l'arrogance d'une élite autoproclamée. Mais Claire n'était pas prête à capituler. Elle se tourna vers Laurent Martin, pointant un doigt accusateur. « Si vous laissez ces enfants rester là, vous perdez une cliente fidèle. Je vais contacter le PDG, M. François Leclerc, et croyez-moi, il saura qui je suis. » Laurent, imperturbable, croisa les bras. « Madame Beaumont, répondit-il, son ton aussi froid que l'acier. Votre statut platine élite ne vous donne aucun droit de priver d'autres passagers de leur place légitime. Et si vous pensez que menacer la compagnie changera quoi que ce soit, vous vous trompez. » Il se tourna vers Valérie. « Pourquoi n'avez-vous pas protégé ces jeunes passagers? Votre rôle est de faire respecter les règles, pas de céder à la pression. » Valérie, acculée, tenta de se justifier. « Je voulais éviter un scandale. Madame Beaumont est une cliente importante et je pensais que déplacer les enfants serait plus simple. » Isabelle Garnier l'interrompit, son regard perçant comme une aiguille. « Plus simple ?» répéta-t-elle incrédule. « Sacrifier les droits de deux passagers pour apaiser une cliente capricieuse, c'est cela que vous appelez simple. Montrez-moi la liste des passagers, maintenant. » Valérie, tremblante, tendit la tablette à Isabelle, qui parcourut les informations en quelques secondes. « Tout est clair, » déclara-t-elle. « Amélie et Julien Dubois sont les détenteurs légitimes des sièges 1A et 1B. Il n'y a aucune ambiguïté. » Claire, sentant le vent tourner, changea de tactique. Elle adopta un ton plus doux, presque implorant, mais toujours teinté d'arrogance. « Écoutez, je ne veux pas causer de problème. Ces sièges ont une signification particulière pour moi. Je les prends à chaque vol, c'est une tradition. Pourquoi ne pas trouver une solution qui convienne à tout le monde? » Elle lança un regard dédaigneux aux jumeaux, comme si leur présence était une tache sur son expérience de voyage. Amélie, indignée, répondit calmement. « Madame, votre tradition ne peut pas passer avant nos droits. Ces sièges nous ont été offerts par notre père, et nous ne partirons pas. » Julien, de son côté, activa discrètement la fonction d'enregistrement vidéo de son téléphone, capturant l'échange pour s'assurer que chaque mot de Claire soit documenté. À cet instant, un nouveau personnage entra dans la cabine, attirant tous les regards. Le capitaine Marc Renaud, un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu de son uniforme bleu marine orné d'insignes dorés, avança avec une démarche assurée. Sa présence, imposante mais calme, fit taire la cabine. « Je suis le capitaine Marc Renaud, » annonça-t-il, sa voix grave résonnant comme une note finale dans une symphonie tendue. « On m'a informé d'une perturbation dans la cabine de première classe. Madame Beaumont, expliquez-moi pourquoi vous refusez de respecter les règles de ce vol. » Claire, surprise par l'intervention du capitaine, tenta de reprendre contenance. « Capitaine, je suis une cliente platine élite. Ces sièges, 1A et 1B, sont toujours les miens. Ces enfants n'ont pas leur place ici, et je demande que cela soit corrigé. » Le capitaine Renaud l'écouta sans ciller, puis tourna son regard vers Amélie et Julien. Les jumeaux, toujours assis, le saluèrent d'un léger hochement de tête. Renaud consulta brièvement la tablette d'Isabelle, puis se redressa. « Madame Beaumont, dit-il, son ton ferme mais dénué de colère,
Selon les registres, ces sièges appartiennent à mademoiselle et monsieur Dubois. Être une cliente platine ne vous donne pas le droit de violer les droits d'autrui. Votre comportement, en plus d'être perturbateur, constitue une atteinte à la sécurité et au confort des autres passagers. Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer l'esprit de Claire. Si vous persistez, je serai contraint de demander aux autorités de l'aéroport de vous escorter hors de l'avion. Un silence glacial s'abattit sur la cabine. Claire, le visage blême, ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois, elle sembla réaliser qu'elle n'avait plus le contrôle. Laurent Martin prit la parole, sa voix résonnant comme un verdict final. Madame Beaumont, par l'autorité du conseil d'administration d'Air Lumière, je vous informe que votre statut platine élite est révoqué, avec effet immédiat, pour violation grave des règles éthiques de la compagnie et atteinte à la dignité d'autres passagers. Il tendit un document officiel à Isabelle qui le remit à Claire. Vous recevrez une notification écrite à votre adresse. Claire, abasourdie, recula d'un pas, ses mains tremblant alors qu'elle serrait son sac à main. Vous ne pouvez pas faire ça, bégaya-t-elle, sa voix brisée par l'incrédulité. Je suis une cliente fidèle, j'ai des avocats, je vais... Mais Isabelle l'interrompit. Madame, votre comportement a des conséquences. Vous avez non seulement harcelé 2 jeunes passagers, mais vous avez également perturbé l'ensemble de ce vol. À cet instant, Sophie, l'hôtesse, s'avança, tenant toujours la liste des passagers. Monsieur Martin, Madame Garnier, dit-elle, sa voix plus assurée. Je tiens à préciser que j'ai tenté de défendre les droits des Dubois, mais j'ai été ignorée par ma superviseure. Valérie lança un regard furieux à Sophie, mais cette dernière tint bon, ses yeux brillants de détermination. Pierre Lefebvre, le passager âgé, se leva à nouveau. « Capitaine, messieurs, dames, dit-il, s'adressant à la fois au personnel et aux passagers. Ce que ces jeunes ont fait aujourd'hui, rester calmes face à l'injustice, est une leçon pour nous tous. J'ai voyagé pendant des décennies, et je n'ai jamais vu un tel courage chez des adolescents. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, déclenchèrent un murmure d'approbation dans la cabine. Élodie Moreau, la journaliste, ferma son carnet, un sourire satisfait aux lèvres. Elle savait que cette histoire allait au-delà d'un simple incident en vol. C'était un récit de résistance face à l'arrogance, une histoire qu'elle brûlait de partager avec le monde. Mais Claire n'était pas encore prête à abandonner. Dans un dernier sursaut de désespoir, elle se tourna vers les passagers, cherchant un soutien. « Vous ne voyez pas ce qui se passe ?» cria-t-elle. « On laisse n'importe qui s'asseoir en première classe maintenant. Où est-ce la justice pour les clients fidèles comme moi ?» Mais sa tirade ne rencontra que des regards froids ou détournés. Personne ne parla en sa faveur. Même les passagers qui avaient initialement observé la scène avec curiosité semblaient désormais fatigués de son comportement. Le capitaine Renaud, lassé, fit un signe aux 2 agents de sécurité qui venaient d'entrer dans la cabine. « Madame Beaumont, dit-il, ceci est votre dernier avertissement. Retournez à votre siège assigné, où vous serez escorté hors de l'avion. » Claire, les joues empourprées, vacilla, mais son orgueil l'empêcha de se soumettre immédiatement. « Vous regretterez ça, » lança-t-elle, sa voix tremblante de rage. Mais les agents de sécurité, impassibles, s'avancèrent. L'un d'eux, un homme robuste nommé Serge, posa une main ferme mais respectueuse sur son bras. « Madame, suivez-nous, s'il vous plaît. » Claire tenta de se dégager, mais l'autre agent, une femme nommée Clairette, ajouta calmement. « Ne compliquez pas les choses. » Vaincue, Claire Beaumont, autrefois reine autoproclamée de la cabine, quitta la première classe sous les regards silencieux des passagers, son sac à main serré contre elle comme un dernier vestige de son statut perdu. Amélie et Julien restèrent assis, leurs mains jointes, leurs visages dénués de triomphalisme. Ils n'avaient pas cherché à humilier Claire, mais à défendre ce qui leur appartenait. Sophie s'approcha d'eux, un sourire timide aux lèvres. « Je suis désolée pour ce que vous avez dû traverser, » murmura-t-elle. « Vous avez été incroyable. » Julien hocha la tête, tandis qu'Amélie répondit doucement. « Merci, Sophie.
Vous aussi, vous avez fait ce qu'il fallait. À l'arrière, Pierre Lefebvre les observa avec une lueur d'admiration, tandis qu'Élodie Moreau rangeait son carnet, déjà en train d'imaginer les titres de son article. La cabine retrouva un semblant de calme, mais chacun savait que ce qui venait de se passer n'était pas seulement une dispute pour des sièges, c'était une victoire pour la justice, portée par deux adolescents qui avaient refusé de plier face à l'injustice. La cabine de première classe du Boeing 787 d'Air Lumière semblait enfin respirer après l'orage. Le départ de Claire Beaumont, escorté hors de l'avion par les agents de sécurité, avait laissé derrière lui un silence apaisé, comme si l'air lui-même s'était débarrassé d'un poids oppressant. Les lumières tamisées de la cabine, passant du bleu froid à une teinte chaude et dorée, accompagnaient le doux ronronnement des moteurs qui s'éveillaient sous le plancher. Amélie et Julien Dubois, toujours assis dans leurs sièges 1A et 1B, regardaient par le hublot où le tarmac s'éloignait lentement, cédant la place à l'immensité du ciel. Leurs visages, bien que calmes, portaient une lueur nouvelle, un mélange de soulagement et de fierté contenue. Ils n'avaient pas cherché à triompher ou à humilier qui que ce soit. Ils avaient simplement tenu bon, défendant leurs droits avec une dignité qui avait surpris même les passagers les plus blasés. Pourtant, ce qui s'était passé dans cette cabine allait bien au-delà d'une simple dispute pour des sièges. C'était une leçon, une onde de choc qui allait bientôt résonner bien plus loin que les murs de cet avion. Alors que l'appareil s'alignait sur la piste, prêt à décoller, les passagers autour d'Amélie et Julien commencèrent à briser le silence. Les murmures, d'abord hésitants, se transformèrent en conversations légères, comme si chacun voulait effacer la tension qui avait pesé sur la cabine. Pierre Lefebvre, le passager âgé assis en 2C, se pencha vers les jumeaux, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. « Mes jeunes amis, » dit-il d'une voix chaude, teintée d'un accent du sud de la France. « Je ne sais pas qui vous a appris à rester aussi calme face à une telle tempête, mais vous avez donné une leçon à tout le monde ici. » Il ajusta son veston, un sourire bienveillant éclairant son visage ridé. J'ai vu beaucoup de choses en 60 ans de voyage, mais rarement des adolescents défendre leur place avec autant de grâce. Amélie, un peu surprise par cette intervention, rougit légèrement. « Merci, monsieur, » répondit-elle doucement. « Nous avons juste essayé de faire ce qui est juste. » Julien, toujours plus réservé, hocha la tête en signe de reconnaissance, son regard fixé sur le hublot où les premières lueurs du crépuscule peignaient le ciel en nuances d'orange et de violet. À quelques rangées de là, Élodie Moreau, la journaliste freelance, referma son carnet avec un air satisfait. Ses yeux pétillaient d'excitation, non pas à cause du scandale, mais parce qu'elle voyait dans cette histoire un récit universel. Celui de deux jeunes qui, contre toute attente, avaient tenu tête à l'arrogance et à l'injustice. Elle s'approcha des jumeaux, son sac à main serré contre elle, et s'adressa à eux avec un sourire professionnel mais sincère. « Amélie, Julien, je m'appelle Élodie Moreau. Je suis journaliste pour Le Figaro. Ce que vous avez fait aujourd'hui est remarquable. Puis-je vous parler après l'atterrissage ? J'aimerais raconter votre histoire, non pas comme un fait divers, mais comme un exemple de courage. » Amélie échangea un regard avec Julien, qui haussa légèrement les épaules, signe qu'il lui laissait la parole. « Nous en discuterons avec notre père, » répondit-elle poliment. « Mais merci de votre intérêt. Nous n'avons pas fait ça pour être reconnus, mais si cela peut aider d'autres personnes, pourquoi pas? » Élodie hocha la tête, visiblement impressionnée par la maturité des jumeaux, et retourna à son siège, déjà en train de structurer mentalement son article. Sophie, la jeune hôtesse qui avait osé défendre les jumeaux face à sa superviseure, s'approcha à son tour, un plateau de boisson à la main. « Voici vos jus d'orange, » dit-elle avec un sourire timide, posant les verres sur les tablettes des sièges. « Et je tiens à m'excuser encore pour ce qui s'est passé. Vous avez été incroyable. » Julien prit son verre, un léger sourire aux lèvres. « Vous aussi, Sophie, ce n'était pas facile de parler contre votre supérieur. Merci. » Sophie rougit, visiblement touchée. « J'ai juste fait ce qui me semblait juste. J'espère que vous profiterez du reste du vol. »
Elle s'éloigna, son pas plus léger, comme si sa propre action l'avait libérée d'un poids. À cet instant, la voix du capitaine Marc Renaud résonna dans l'intercom, claire et rassurante, comme celle d'un chef d'orchestre annonçant le début d'une nouvelle partition. Mesdames et messieurs, ici le capitaine Marc Renaud. Nous sommes prêts à décoller. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité et rester assis jusqu'à nouvel ordre. Merci pour votre patience et votre compréhension face aux récents événements. Sachez que chez Air Lumière, nous croyons en l'équité et le respect pour tous nos passagers. Bon vol! Ces mots, simples mais lourds de sens, déclenchèrent un léger applaudissement dans la cabine, non pas bruyant, mais sincère, comme un hommage silencieux à l'ordre rétabli. Amélie se tourna vers Julien, un sourire discret aux lèvres. « Papa serait fier de nous », murmura-t-elle. Julien acquiesça, ses yeux brillants d'une lueur de satisfaction. « Il l'est déjà, j'en suis sûr. » Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans les bureaux élégants de TechVision à Paris, Antoine Dubois se tenait devant une grande baie vitrée donnant sur les toits de la capitale. Son téléphone vibra, affichant un message de Laurent Martin, le cadre d'Air Lumière. Situation résolue. Vos enfants sont en sécurité et la passagère a été expulsée. Nos excuses pour cet incident. Antoine lut le message, son visage impassible mais ses doigts serrant légèrement le téléphone. Il n'avait pas besoin d'explications supplémentaires. Il savait que ses enfants avaient tenu bon, non pas grâce à son influence, mais grâce à leur propre force intérieure. Il composa un numéro, celui de François Leclerc, le PDG d'Air Lumière, un homme qu'il avait rencontré à plusieurs reprises lors de dîners d'affaires. « François, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « je ne veux pas d'excuses. Je veux que vous vous assuriez que plus aucun passager, quel que soit son âge ou son origine, ne subisse ce que mes enfants ont vécu aujourd'hui. » De l'autre côté de la ligne, François, conscient de l'importance d'Antoine dans le monde des affaires, répondit avec gravité. « Antoine, je vous donne ma parole. Nous allons revoir nos politiques. Vos enfants ont montré à toute notre compagnie une leçon que nous n'oublierons pas. » De retour dans l'avion, alors que le Boeing 787 s'élevait dans le ciel, les vibrations des moteurs s'apaisèrent, laissant place à une sensation de légèreté. Les nuages, maintenant visibles à travers les hublots, semblaient danser dans un ballet silencieux, reflétant la paix retrouvée dans la cabine. Pierre Lefebvre, toujours curieux, se pencha à nouveau vers les jumeaux. « Dites-moi, jeunes gens, » commença-t-il, son ton presque paternel. « Qu'est-ce qui vous a donné ce courage? Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des adolescents tenir tête à une tempête comme celle-là. » Amélie, après un moment de réflexion, répondit. « Notre père nous a toujours dit que la dignité ne se négocie pas, peu importe qui est en face de vous. Et puis, nous sommes deux. Ensemble, on est plus forts. » Julien ajouta avec un sourire malicieux. « Et on savait que si on ne disait rien, quelqu'un d'autre pourrait être traité comme nous l'avons été. » Pierre hocha la tête, visiblement ému. « Vous savez, j'ai vu des injustices dans ma vie, mais souvent les gens se taisent. Vous avez parlé, et ça change tout. » Élodie Moreau, qui avait repris son carnet, ne put s'empêcher d'intervenir à nouveau. « Votre histoire, dit-elle, pourrait inspirer beaucoup de gens, pas seulement les jeunes, mais tous ceux qui se sentent écrasés par des privilèges mal placés. Acceptez-vous que je mentionne vos noms dans mon article? » Julien, après un échange de regards avec Amélie, répondit. « Si vous pensez que ça peut aider, pourquoi pas? Mais ce n'est pas pour nous que nous l'avons fait. C'est pour que les choses changent. » Élodie sourit, impressionnée par leur humilité. « Vous êtes bien plus que des adolescents, vous savez. Vous êtes des exemples. » Quelques heures plus tard, lorsque l'avion atterrit à New York, la cabine de première classe semblait transformée. Les passagers, qui avaient initialement observé la scène avec une curiosité distante, regardaient désormais Amélie et Julien avec un respect silencieux. Certains leur adressèrent des sourires, d'autres des hochements de tête, comme s'ils reconnaissaient que ces deux jeunes avaient redonné un sens à des valeurs souvent oubliées dans le luxe et les privilèges. Sophie, avant que les jumeaux ne quittent l'avion, leur tendit une petite carte. « C'est ma carte personnelle, dit-elle. Si vous revenez sur un vol Air Lumière, faites-moi signe.
Ce sera un honneur de vous servir. Amélie prit la carte avec un sourire. Merci Sophie, vous avez fait une différence vous aussi. Quelques jours après l'atterrissage, un communiqué inhabituellement long apparut sur le site d'Air Lumière, occupant une place centrale, comme une déclaration d'intention. Intitulé « Un engagement renouvelé pour la justice et le respect », il reconnaissait publiquement l'incident sur le vol pour New York. La compagnie annonçait le lancement d'un programme de formation obligatoire pour tout son personnel, axé sur la sensibilisation à la diversité, la gestion des conflits et la lutte contre toute forme de discrimination. Une nouvelle division, le département de l'éthique des passagers, fut créée pour traiter les plaintes liées à l'injustice ou au traitement inégal. Plus significatif encore, l'histoire d'Amélie et Julien Dubois fut intégrée comme étude de cas dans les supports de formation interne, un exemple de courage et de dignité face à l'adversité. À Paris, dans la maison familiale des Dubois, nichée dans une rue calme bordée d'arbres, Amélie et Julien étaient assis sur la terrasse, un soir où la brise portait l'odeur des tilleuls en fleurs. Leur père, Antoine, les rejoignit, une tasse de café à la main. « Alors, dit-il, son ton léger mais empreint de fierté, comment vous sentez-vous après tout ça ?» Amélie, regardant les étoiles scintiller au-dessus de la ville, répondit « Libre, pas seulement parce qu'on a gardé nos sièges, mais parce qu'on a montré que personne ne peut nous définir par notre âge ou notre apparence. » Julien, jouant distraitement avec un stylo, ajouta « Et on a appris que si on ne parle pas, personne ne le fera à notre place. » Dadiki. Antoine posa une main sur l'épaule de chacun de ses enfants. « Vous n'avez pas seulement défendu vos droits, dit-il. Vous avez fait réfléchir tout un système. Et ça, c'est plus grand que n'importe quel siège en première classe. » Quelques semaines plus tard, l'article d'Élodie Moreau parut dans Le Figaro, intitulé « Deux adolescents et la leçon du ciel ». Il racontait l'histoire d'Amélie et Julien, non pas comme un scandale, mais comme un témoignage de la force de la dignité face à l'arrogance. L'article se répandit, repris par d'autres journaux, de Libération à des publications internationales comme The Guardian. Les réseaux sociaux s'emparèrent de l'histoire, avec des hashtags comme « À dignité un vol » et « Justice dans les cieux ». Amélie et Julien, bien qu'un peu gênés par l'attention, restaient humbles. « On n'a pas fait ça pour être célèbre », dit Amélie à Julien un soir, alors qu'il lisait les commentaires en ligne. « Non », répondit Julien, « mais si ça pousse les gens à réfléchir, alors ça valait le coup. » Le ciel au-dessus de Paris, ce soir-là, était d'un bleu profond, parsemé d'étoiles. Pour Amélie et Julien, le vol pour New York n'avait pas seulement été un voyage, mais une affirmation. La dignité ne se mesure pas à un statut ou à une carte de fidélité, mais à la manière dont on se tient face à l'injustice. Leur histoire, bien que née dans une cabine de première classe, avait pris son envol pour devenir une leçon universelle, un rappel que la justice, lorsqu'elle est défendue avec courage, peut transformer jusqu'aux cieux les plus tumultueux en un nouveau ciel, clair et juste. L'histoire d'Amélie et Julien Dubois, ces deux adolescents confrontés à l'arrogance et à l'injustice dans une cabine de première classe, résonne bien au-delà des murs d'un avion. Elle touche à des valeurs universelles qui, dans la culture française, occupent une place centrale: la dignité, l'égalité et le courage de défendre ce qui est juste. En France, où l'idéal républicain de liberté, égalité, fraternité guide les consciences, cette histoire incarne une leçon puissante sur la manière dont chacun, peu importe son âge ou son statut, peut faire entendre sa voix pour protéger son intégrité et celle des autres. À travers leurs actions, Amélie et Julien nous invitent à réfléchir sur notre propre comportement face à l'injustice, sur la façon dont nous réagissons lorsque nos droits ou ceux d'autrui sont bafoués, et sur l'importance de ne jamais céder à la pression du privilège autoproclamé. Ce qui frappe d'abord dans cette histoire, c'est la maturité des jumeaux. À seulement 15 ans, Amélie et Julien ont démontré une force intérieure remarquable, une qualité que les Français admirent profondément: le sang-froid.
Dans une société où l'élégance et la retenue sont valorisées, leur capacité à rester calme face aux insultes de Claire Beaumont, une femme drapée dans son statut de cliente platine élite, est un modèle d'intégrité. Ils n'ont pas répondu par la colère ou l'agressivité, mais par des mots mesurés, des arguments logiques et une assurance qui transcende leur jeunesse. Cette attitude reflète une valeur chère à la culture française, la primauté de la raison sur l'émotion brute. En refusant de se laisser intimider, ils ont incarné une forme de résistance pacifique, rappelant les idéaux de figures comme Jean Moulin, qui, dans des circonstances bien plus graves, ont tenu bon face à l'oppression avec dignité. Une première leçon à tirer de cette histoire est l'importance de connaître et de défendre ses droits. En France, où le système juridique et administratif peut parfois sembler complexe, il est crucial de comprendre que chaque individu, qu'il soit jeune, âgé, riche ou modeste, a des droits inaliénables. Amélie et Julien, en s'appuyant sur la légitimité de leur billet réservé, ont montré que la justice ne dépend pas du statut social, mais de la vérité objective. Cette leçon s'applique à la vie quotidienne. Que ce soit dans une administration, au travail ou dans une interaction sociale, il faut avoir le courage de faire valoir ses droits, même face à une autorité apparente. Leur exemple nous enseigne que la légitimité ne vient pas de l'âge ou de l'expérience, mais de la justesse de la cause que l'on défend. Un autre aspect marquant de l'histoire est le rôle des témoins, ces passagers qui, bien que silencieux au début, ont fini par soutenir les jumeaux, comme Pierre Lefebvre, ou par documenter l'incident, comme Élodie Moreau. Cela rappelle une vérité universelle. L'injustice prospère dans le silence. En France, où la solidarité est une valeur forte, souvent exprimée à travers des manifestations ou des pétitions, cette histoire nous pousse à réfléchir à notre propre rôle face à l'injustice. Combien de fois restons-nous spectateurs, par peur ou par commodité, lorsque quelqu'un est traité de manière inéquitable? L'intervention de Pierre, un homme âgé qui a brisé le silence pour défendre les jumeaux, montre que chacun, à son échelle, peut faire la différence. Il ne s'agit pas toujours de grands gestes, mais parfois d'un mot, d'un regard, d'une action discrète qui peut changer la dynamique d'une situation. L'histoire met également en lumière le danger des privilèges mal utilisés. Claire Beaumont, avec sa carte platine élite, incarne une forme d'arrogance que les Français critiquent souvent, celle de ceux qui croient que leur statut leur donne le droit de dominer les autres. Dans une société qui valorise l'égalité, du moins en principe, son comportement est un rappel que le privilège, qu'il soit économique, social ou autre, ne doit jamais servir à écraser autrui. Cette leçon est particulièrement pertinente dans un contexte français où les débats sur les inégalités sociales et les abus de pouvoir sont fréquents. Amélie et Julien nous montrent qu'il est possible de défier ce genre d'arrogance sans perdre sa dignité, une approche qui résonne avec l'esprit de débat et de justice sociale ancré dans la culture française. Enfin, l'action de Sophie, la jeune hôtesse qui a osé contredire sa supérieure pour défendre la vérité, est un exemple de courage individuel. En France, où le respect de la hiérarchie peut parfois freiner les initiatives personnelles, son geste est d'autant plus admirable. Elle incarne l'idée que l'intégrité personnelle doit primer sur l'obéissance aveugle. Cette leçon peut s'appliquer dans nos vies professionnelles ou personnelles. Il faut parfois oser s'opposer, même au risque de déplaire, pour défendre ce qui est juste. Sophie, en choisissant de parler, a non seulement soutenu les jumeaux, mais a aussi contribué à faire évoluer les pratiques d'air-lumière, prouvant que le changement commence souvent par une seule voix. Comment appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne? D'abord, il s'agit de cultiver une conscience de soi et de ses droits, en s'inspirant du calme et de la détermination d'Amélie et Julien. Que ce soit face à une injustice au travail, dans une administration ou même dans une interaction banale, il faut apprendre à parler avec assurance, sans agressivité, mais sans compromis. Ensuite, nous devons nous engager à ne pas rester silencieux face à l'injustice. Comme Pierre ou Sophie, chacun de nous peut jouer un rôle, même modeste, pour soutenir ceux qui sont injustement traités. Enfin, il est essentiel de reconnaître que la dignité n'est pas une question de statut, mais une valeur universelle. Dans une société française où les apparences et les hiérarchies peuvent parfois primer, cette histoire nous rappelle que le respect de soi et des autres transcende les titres et les privilèges.
Cette histoire, en somme, est une ode à la résilience et à la justice, des valeurs profondément ancrées dans l'âme française. Elle nous pousse à réfléchir à notre propre comportement. Serions-nous restés silencieux dans cette cabine ou aurions-nous levé la voix pour défendre Amélie et Julien? Elle nous invite à être des acteurs du changement, à ne pas laisser l'injustice prospérer sous nos yeux. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir à vos propres valeurs, agissez dès maintenant. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir cette leçon de courage, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Enfin, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous, si vous étiez dans cette cabine de première classe, de quel côté auriez-vous été? Votre voix compte, et elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre à défendre la justice. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour un nouveau voyage.